Et voici la vidéo règle de Zombicide, un jeu de coopération avec des zombies, évidemment. Ça se joue de 1 à 6 joueurs, effectivement, on peut y jouer en solitaire. C'est un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult, édité par Cool Mini or Not, Guillotine Game et Edge. Au niveau du matériel, on commence par 9 plateaux recto-verso, comme ceci, alors qui ont des lettres de marquées dessus. Par exemple, celui-ci, c'est le 5F, hein, et au recto, il y a le 7B. Donc voilà, ça va nous servir à constituer le plateau qui sera différent à chaque partie, car on va jouer avec des scénarios. Effectivement, à la fin du livret de règles, vous allez trouver en fait 10 scénarios différents, proposés comme ceci, avec un plan d'ensemble vous permettant de construire le plateau sur lequel vous allez jouer. Alors, en haut de chacune des missions, par exemple pour celle-ci, il y a marqué en fait le nombre, la difficulté en fait du scénario. Donc là, par exemple, celui-ci est un scénario moyen, ça peut être difficile ou facile. Il y a le nombre minimum de personnages qu'il faudra utiliser. Donc là, quel que soit le nombre de joueurs, vous pourrez toujours faire un scénario, car là, 4+, on répartira en fait les survivants entre les joueurs si on est moins de 4 joueurs. Et la durée moyenne en fait de la partie. Alors, il est à noter qu'il existe aussi un scénario 0 qui est un scénario tutoriel pour apprendre en fait les bases du jeu. On peut commencer par celui-là si vraiment on a peur d'avoir du mal avec les règles. Mais nous, dans mon explication, on va commencer directement par le scénario numéro 2 qui est un scénario moyen pour 4 survivants et qui dure une 60aine de minutes. Donc on regarde le plan et on va installer en fait les dalles comme précisé ici. En haut du scénario, il y a indiqué en fait le nom des dalles qu'il va falloir utiliser. Voilà donc ce que ça pourrait donner. Donc prévoyez une table assez grande car vous voyez le jeu prend de la place et il va encore falloir placer des éléments à l'extérieur du plateau de jeu. Nous avons ensuite 6 figurines de survivants et chaque joueur va pouvoir choisir le sien ou les siens si vous jouez à moins de 4. Effectivement, à 4 joueurs, chacun pourra choisir un personnage. Si vous jouez à 3 joueurs, par contre, chacun prendra 2 personnages. Et si vous jouez seulement à 2 joueurs, chacun aura 3 personnages à gérer. Enfin, si vous jouez en solo, vous allez gérer 4 personnages. Alors attention, il est à noter que dans le jeu de base, vous ne trouverez pas les figurines en couleur comme ceci, c'est moi qui les ai peintes personnellement, vous pouvez vous amuser à ça, il y a d'ailleurs une vidéo spéciale sur le site qui vous permettra de voir comment peindre ces figurines, sinon elles sont toutes d'une couleur de base qui correspond ici à la couleur des socles. Vous avez donc le choix entre Phil le policier, Josh le Jones de banlieue, Amy la goth, nous avons Ned le survivaliste, nous avons Wanda, la serveuse, et enfin Doug, l'employé de bureau. Vous allez aussi trouver des feuilles de personnages. Chacun va donc récupérer les feuilles des personnages qu'il a choisis en tant que figurine. Et sur chacune des feuilles, il va pouvoir aussi placer un petit marqueur comme ceci, qui représente une espèce de tête de mort, pour le mettre au niveau 0, ici, qui va correspondre en fait aux XP, c'est-à-dire à la progression en fait du personnage en jeu. Chaque personnage a une capacité spéciale de base qui est inscrite ici, nous y reviendrons un peu plus tard, et des actions supplémentaires qui pourront être gagnées au fur et à mesure en fait de la progression dans le niveau. En dessous, nous avons l'endroit où le joueur pourra disposer ses cartes. Nous allons en parler un peu plus tard. Nous avons ensuite des marqueurs cartonnés. Alors il y a des marqueurs portes comme ceci qui présentent d'un côté une porte et de l'autre côté une porte défoncée. Il y en a un paquet de normales, plus une verte et une bleue. Nous avons aussi des marqueurs objectifs qui sont comme ceci en rouge, plus un marqueur vert et rouge au dos, bleu et rouge au dos. Ensuite, nous avons un marqueur exit, sortie. Nous avons ensuite des marqueurs d'arrivée de zombies en rouge et un marqueur d'arrivée de zombies en bleu. Nous allons disposer ces éléments sur le plateau en fonction du scénario choisi. Il faudra regarder dessus où on les place. Alors, par exemple, pour ce scénario de Y-Zone, on place donc les portes aux endroits indiqués, le jeton croix rouge à l'endroit indiqué, les arrivées de zombies, mais aussi, en fait, à l'endroit où il y a ce marqueur en bleu, il n'y a pas de marqueur correspondant, c'est juste l'endroit d'arrivée des personnages survivants. On va donc tous les placer à l'endroit indiqué sur le plateau. Ensuite, on va trouver des cartes. Il y a 3 types de cartes. Des cartes avec un dos rouge qui sont des cartes d'équipement, des cartes avec un dos jaune qui sont des cartes d'arrivée des zombies, et des cartes blessures comme ceci. Alors pour les cartes blessures et les cartes arrivée des zombies, vous allez bien mélanger ce paquet-là. Celles-ci vont être laissées face visible, de toute façon elles sont recto-verso, et
on va les disposer à côté du plateau de jeu, à la disposition des joueurs. Par contre, pour le paquet d'équipement, il y a quelques recherches à faire en début de partie. Vous allez effectivement devoir récupérer des cartes en particulier dans ce paquet qu'on va retirer du paquet original. On va donc retirer tout d'abord le Maz Shotgun, qui est une carte spéciale qui ne servira que dans certains cas, ainsi que l'Evil Twin. Donc ça, c'est 2 cartes, vous pouvez les retirer du jeu s'il n'y a pas de voiture spéciale en jeu. Nous verrons ça un peu plus tard, enfin de toute façon, il faut les retirer. Ensuite, nous avons 2 cartes Molotov, celles-ci vont être aussi laissées à disposition à côté du plateau de jeu. Ensuite, vous allez trouver 3 cartes poils, comme ceci, que vous allez pouvoir disposer devant vous pour le moment. Et enfin, nous allons récupérer une hache, un pied de biche et un pistolet, qui seront les cartes de base du jeu. Enfin, si Phil est en jeu, il a une capacité spéciale qui lui permet d'avoir un pistolet avant même de débuter la partie. Donc si ce personnage a été sélectionné, eh bien le joueur qui le joue va récupérer cette carte pistolet qu'il va pouvoir immédiatement placer sur le plateau de Phil. Alors, pour les autres cartes qui ont été sélectionnées, le pistolet, le pied de biche, la hache et les 3 poils, eh bien, on va en mettre dans un petit paquet en fonction du nombre de personnages joués. Si vous jouez avec 4 personnages, vous allez utiliser les 3 objets spéciaux plus une poêle. S'il y a 5 personnages, on rajoute une poêle. S'il y a 6 personnages en jeu, on rajoute la 3e poêle, ce qui fera 6 cartes au total. On va ensuite bien mélanger ces cartes secrètement et en distribuer une à chaque personnage autour de la table. Le reste de cartes équipement sera bien mélangé et sera disposé à côté de la table dans une pioche d'équipement. Il nous reste des tuiles voitures de police et qui au dos ont une pimp mobile. Ces cartes ne seront utilisées que dans certains scénarios, donc dans celui choisi il n'y a pas de voiture, donc on pourra les mettre de côté. Nous avons ensuite des marqueurs comme ceci qui sont des marqueurs bruit. Alors ceux-ci vont servir, donc on va les laisser à côté du plateau de jeu. Nous avons des petits marqueurs comme ceci qui peuvent servir à noter sur les feuilles en fait les capacités spéciales où on est rendu. Donc là par exemple pour Phil on peut le mettre en face de possède un pistolet. S'il passe au niveau 2, on pourra le mettre en face de plus une action. Mais bon, pour être clair, on n'en a pas vraiment besoin, on s'en rappelle très bien en fait en regardant un petit peu sa feuille. Nous avons ensuite un jeton de premier joueur que l'on attribuera en début de partie au joueur de son choix, en sachant qu'ensuite on jouera dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Et enfin, nous avons 6 dés normaux en fait, qui vont de 1 à 6. Mais c'est tout alors, vous allez me dire? Ben non, évidemment, il y a aussi des zombies, parce que le jeu tourne autour d'eux, et donc on va en trouver un grand nombre dans la boîte. Qu'ils sont très moches. Alors nous avons tout d'abord des zombies comme ceux-ci, qui sont des zombies walkers, ce sont les zombies normaux qu'on trouve un peu dans tous les films, et il y en a un bon nombre, car c'est ceux que vous allez devoir éliminer en premier. Ensuite, vous avez des zombies runners. Alors ceux-ci sont plus dangereux car ils courent vite en fait et qu'ils vont essayer de vous attraper. Il faudra bien s'en méfier de cela. Puis vous aurez des gros fatigues. Alors ceux-ci sont des grosses machines de guerre. Ils sont bien plus difficiles à tuer que les zombies normaux, mais par contre ils n'infligent pas plus de dégâts. Enfin, nous avons l'énorme abomination qui est un gros zombie très difficile à se débarrasser. Alors, il est à noter que les figurines de zombies ne sont pas non plus peintes comme ceci dans le jeu de base, hein, elles sont en gris comme ceci. Voilà, tout est en place, nous sommes donc prêts à débuter notre scénario. Alors là, je fais donc un exemple à 6 joueurs sur le scénario numéro 2. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, Zombicide est un jeu coopératif où les joueurs qui incarnent les survivants vont devoir réaliser en fait les objectifs du scénario choisi. Effectivement, les scénarios sont différents les uns des autres et vous demandent de faire parfois des choses différentes de l'un à l'autre. Évidemment, le premier objectif c'est de survivre, il faudra la plupart du temps essayer de survivre et souvent tous en groupe. Dans la majorité des scénarios, en fait, si un personnage meurt, malheureusement on sera tous éliminés. C'est pas le cas de tous les scénarios, mais c'est le cas de celui-ci. Par exemple, dans ce scénario-là, eh bien, les joueurs doivent atteindre la sortie qui se trouve ici avec ce petit panneau Exit. On se trouve là-bas au début, il va donc falloir traverser le plateau, tous survivants, pour arriver sur la case Exit.
Pour le déroulement, eh bien le jeu va se dérouler en différentes phases, différents tours de jeu. Lors de chaque tour de jeu, d'abord ce sera les survivants qui vont agir. On va donc faire agir les personnages les uns après les autres en commençant par le premier joueur, celui qui a été choisi en début de partie et qui a reçu ce petit marqueur. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun va donc réaliser les 3 actions qu'il peut faire par tour. Une fois qu'on aura fait un tour complet, quand ça va arriver au dernier joueur, eh bien ce sera la phase des zombies où ceux-ci vont se déplacer, vont apparaître aussi, et ensuite on passera à une phase de fin de tour avant de passer au tour suivant, et en passant le jeton de premier joueur au premier joueur à gauche de celui qui l'a été précédemment, on refait un tour complet, les zombies agissent à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu, soit on s'est fait tous bouffer, ou un d'entre nous s'est fait bouffer par les zombies, ou bien on a réussi les objectifs du scénario. Alors pour débuter, on va évidemment lire les objectifs du scénario. Donc on lit le scénario Y-Zone, les vivants sont en train de perdre, les poches de résistants tombent une par une et notre radio CB, d'abord animée, devient silencieuse. Nous devons partir, les zombies sont de plus en plus nombreux et les ressources de plus en plus rares. Je te tuerai pour du dentifrice. Objectif, atteindre la zone de sortie marquée Exit, indiquée sur le plan, avec tous les survivants. Donc dans ce scénario-là, nous n'avons pas le choix, il faudra amener tous les personnages. Dès qu'un personnage va mourir, on aura perdu la partie. Règles spéciales, attention, certains scénarios ont des règles spéciales. Le pion objectif, donc les pions objectifs, ce sont les pions comme ceci marqués d'une croix. Le pion objectif représente une armoire à pharmacie. Le survivant qui la ramasse défausse immédiatement une carte blessure s'il en possède. Alors une fois que tout le monde connaît l'objectif, eh bien c'est là que normalement on décide qui est le premier joueur. Effectivement, comme c'est un jeu coopératif, on a plutôt intérêt à choisir en fait le joueur qui nous arrange le mieux en fait comme étant premier joueur. Si vous gérez plusieurs personnages, lorsque ce sera à votre tour de jeu, vous choisirez dans quel ordre vous faites agir vos personnages l'un après l'autre, dans l'ordre que vous voulez. Si par contre vous ne gérez qu'un seul personnage, ben, évidemment à votre tour vous ne ferez agir que celui-là dans l'ordre du tour. Alors imaginons que les joueurs aient décidé que ce soit Phil, le flic, qui commence à jouer. Et bien lors du tour d'un joueur, celui-ci va avoir le droit de faire 3 actions. Donc chaque personnage pourra réaliser 3 actions lorsqu'on le fera agir. Dans ces actions, on a une multitude de choix. Le premier choix possible va être le déplacement. Alors, sur le plateau général, les cases sont représentées par les endroits qui sont séparés par les passages piétons. Donc ça, c'est une case, une autre case, une autre case, une autre case, etc. Donc si je veux me déplacer d'une case à une autre case avec un personnage, eh bien ceci va me coûter une de mes 3 actions. Donc je peux très bien, lors de mon tour, décider, par exemple, avec Phil, de faire 1, 2, 3, de faire 3 actions pour me retrouver ici. Par contre, je ne pourrai rien réaliser d'autre. Je peux aussi faire une action de déplacement, effectuer une autre action spéciale, et puis finir mon déplacement, ou bien ne pas me déplacer du tout, et faire d'autres actions que nous allons voir. À l'intérieur des bâtiments, si les joueurs rentrent dans des bâtiments, eh bien ils pourront se déplacer de salle en salle pour une action aussi. Alors, deuxième action possible, les joueurs peuvent décider d'ouvrir une porte si leur personnage est sur une case où il y a une porte. Donc là, par exemple, dans ce scénario, il y a déjà une porte sur la case d'arrivée. On peut donc décider de l'ouvrir, mais on ne peut l'ouvrir que si on a un instrument adéquat. Effectivement, on considère que toutes les portes sont fermées à clé. Les derniers survivants se sont enfermés et ont fermé la porte de leur maison avant de s'enfuir. Donc toutes les portes sont fermées, il va falloir donc les ouvrir, soit avec une hache, soit avec un pied de biche, soit avec d'autres armes que l'on va trouver plus tard, et qui auront ce symbole ici à droite de porte ouverte. La hache permet d'ouvrir une porte, le pied de biche en début de partie permet d'ouvrir une porte, ce sont les seuls objets qui peuvent ouvrir des portes pour l'instant. Attention, la hache fait du bruit quand on ouvre une porte, et le pied de biche ne fait pas de bruit par contre lorsqu'on ouvre une porte, et nous verrons que le bruit est important avec les zombies. Alors dans mon exemple, Phil n'a rien pour ouvrir la porte, donc il décide d'utiliser ces 3 actions en fait pour se déplacer de 3 cases et venir se placer ici. Alors attention, ici c'est là que potentiellement des zombies peuvent apparaître à la fin du tour. Donc
Il préfère se mettre ici à une case pour être prêt à les recevoir. Il a donc terminé ses actions, on passe au personnage suivant, ou au joueur suivant, là on va dire au joueur suivant parce qu'on imagine qu'on joue à 6. C'est donc à Josh. Josh possède lui un pied de biche, il pourrait donc décider d'ouvrir la porte. Le problème c'est que quand on ouvre une porte, on va faire apparaître des zombies dans toutes les salles qui constituent le bâtiment ouvert. Et là dans ce scénario, eh bien, ce bâtiment entièrement est composé de beaucoup de salles, il y aura donc potentiellement des zombies qui apparaîtront sur chacune des salles de ce bâtiment. Donc il préfère ne pas faire ça, car le but est quand même d'arriver de l'autre côté du plateau de jeu. Il va donc utiliser ses actions comme fil pour pouvoir le rejoindre sur cette case et pouvoir résister à l'arrivée des zombies éventuels sur la case. On peut donc passer au tour du joueur suivant. Amy, qui ne possède qu'une petite poêle et qui, comme tout le monde, décide en fait de faire ses déplacements comme ceci. Attention par contre, Amy possède une capacité spéciale dès le niveau bleu, qui est marqué ici, plus une action de déplacement gratuite. C'est-à-dire que par tour, elle a 3 actions normales qu'elle peut utiliser comme elle veut, plus une action de déplacement gratuite. Elle peut donc, si elle le souhaite, avancer d'une case supplémentaire, mais ce n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé d'utiliser la totalité, l'intégralité de ces actions. On passe au joueur suivant qui est dans notre exemple Doug. Doug a reçu une hache, il pourrait donc décider d'ouvrir la porte s'il le souhaite, mais bon, il ne va pas changer les ordres du chef policier. Il décide donc de rejoindre les autres. On passe à Ned qui possède un pistolet, mais qui ne peut pas faire grand chose non plus, qui décide de rejoindre les autres. Effectivement, il faut mieux toujours rester le plus groupé possible, nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Et enfin, Vanda qui va aussi pouvoir faire des déplacements. Mais attention, Vanda a aussi une capacité spéciale au premier niveau, qui est qu'elle peut se déplacer de 2 zones par action de déplacement. Donc pour chaque action dépensée pour se déplacer, Vanda, grâce à ses petits patins à roulettes, peut avancer de 2 cases. Donc si elle décide d'utiliser ces 3 actions pour se déplacer, elle peut potentiellement se déplacer de 6 cases. Elle décide donc d'utiliser sa première action pour se déplacer de 2 cases, sa deuxième action pour se déplacer encore de 2 cases, et comme elle n'a pas envie de partir trop toute seule non plus, elle décide de rester avec sa copine Amy. Lorsque tous les joueurs ont réalisé l'action du tour, tous les personnages ont agi, donc là on a fini par Vanda, et bien on va tout simplement donner le jeton de premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Au tour d'après, ce sera donc Josh qui jouera. Mais maintenant, on va passer à la phase des zombies. Alors tout d'abord, les zombies vont attaquer. Bon, là il n'y a pas de zombies pour le moment sur le plateau, donc il ne se passe rien. Ensuite, les zombies vont peut-être aussi se déplacer. Mais pareil, il n'y a pas de zombies sur le plateau, donc on s'en fiche. On passe donc à la troisième phase de la phase zombie, qui est la phase d'invasion. Effectivement, lors de cette phase, des zombies vont apparaître sur les endroits où il y a ce marqueur-là, qui est un marqueur d'apparition de zombies. On va alors décider arbitrairement comment les zombies vont apparaître, dans quel ordre en fait on va activer les différentes zones. Donc là par exemple on pourrait décider d'activer celle-ci en premier, celle-ci en deuxième, troisième et quatrième, vu qu'il n'y en a que 4 sur ce scénario. Et pour chacune de ces zones, on va donc tirer une carte d'apparition de zombies. Alors ces cartes, ce sont les cartes jaunes. Donc on va tirer la première carte jaune pour la première zone, et on regarde dessus qu'est-ce qu'il y a. C'est l'heure de la raclée, donc il y a un petit titre en haut qui ne sert pas à grand chose, mais qu'il faudra lire quand même, car il y en a des spéciaux, nous verrons ceci un peu plus tard. Et ensuite, il y a 4 cases qui correspondent au niveau des joueurs. Pour l'instant, nous avons vu, nos joueurs sont au niveau 0, ils sont en niveau bleu. On va donc s'occuper de cette case-là. Mais au fur et à mesure que les joueurs vont gagner en puissance, eh bien, les zombies vont être de plus en plus puissants quand ils arrivent sur les cases. Donc là, on est tombé sur celle-ci. Pour l'instant, on est en bleu. Pas bon, ça. 2 fois ce symbole-là. Alors, ce symbole avec un zombie comme ceci, c'est un symbole de Walker. On va donc mettre 2 figurines de Walker sur la case choisie. On défausse ensuite la carte sur une défausse, et on va tirer une carte suivante pour l'endroit suivant. Ah, sur cet endroit-là, c'est encore l'heure de la raclée, pas bon ça, et il y a un symbole comme ceci qui correspond à un symbole de Fatih.
On va donc faire apparaître un Fati sur cette case-là. Mais attention, les Fati n'apparaissent jamais seuls. Effectivement, à chaque fois qu'un Fati apparaît, il sera toujours accompagné de 2 walkers. On va donc prendre 2 walkers qu'on va placer sur la même case que le Fati. On tire ensuite une carte supplémentaire pour cet endroit-là. Imaginons qu'on tire celle-ci, il n'y a rien, donc pour une fois c'est cool, on ne fait rien apparaître, et puis hop, une dernière, hop, pas bon ça, on fait apparaître encore un walker sur la dernière case. Alors, lorsque des zombies apparaissent, comme c'est la 3e phase des zombies, ils ne vont ni se déplacer ni attaquer. Ils ne font qu'apparaître. On peut donc passer au tour suivant. On passe donc au tour suivant, et cette fois-ci, c'est Josh qui commence. Josh a donc des actions, et dans les actions, on peut éventuellement aller attaquer des zombies en allant sur leur case, ou en étant à une case 2, en fonction des armes que l'on a. Mais là, il décide de ne pas faire ça, car il est juste armé d'un pied de biche et qu'il n'a pas envie de se retrouver directement avec les zombies. Il peut décider pour une action de se déplacer, pour sa 2e action de se redéplacer, et pour sa 3e action, comme il est armé d'un pied de biche, il peut décider d'ouvrir cette porte-ci. Alors évidemment, c'est un jeu de coopération, donc on discute entre joueurs pour savoir si c'est une bonne idée de faire ça. On peut essayer de le convaincre de ne pas le faire si ça ne nous arrange pas. Mais là, tout le monde est relativement d'accord. Allez, vas-y, ouvre ta porte. Ça coûte donc une action d'ouvrir la porte. On va donc la placer de l'autre côté. Et une porte ouverte est une porte défoncée. On ne pourra malheureusement plus la refermer. Dès qu'on ouvre une porte, nous l'avons dit, nous allons faire apparaître des zombies dans toutes les salles qui constituent le bâtiment ouvert. Donc là, ce sont toutes ces salles-là. On va donc tirer de la même façon une carte pour chacune des salles, en commençant par celle qu'on veut. Hop, par exemple, celle-ci, c'est l'heure de la racler. Pas bon ça. 2 walkers qu'on va faire arriver. Hop, je vais me pencher pour les attraper. Voilà. Et on fait la même chose pour la salle suivante, pas bon ça, encore un, et ainsi de suite. Alors imaginons que pour la dernière salle, on ait tiré cette carte-là. Attention, ce symbole-là n'est pas le même que celui-ci. Ça, ce sont des walkers, et ça, ce sont des runners. Donc là, on va faire apparaître un runner sur cette case. Alors Josh ayant terminé toutes ses actions, eh bien il ne peut rien faire d'autre, il est obligé de rester sur cette case. On passe donc au joueur suivant, donc là par exemple Amy, mais Amy est seulement armée d'une poêle, et les poêles c'est bien nul. Alors comment marchent les armes? Nous allons voir ça maintenant. Alors, sur les armes, les cartes armes, il y a dessiné en bas, en fait, les capacités qu'a cette arme. Donc la poêle, par exemple, il y a 0, le premier chiffre correspond à la distance. Donc s'il y a un 0, ça veut dire que pour pouvoir attaquer avec la poêle, il faudra se trouver sur la case d'un zombie. Ensuite, le deuxième correspond au nombre de dés que l'on va lancer. Donc la poêle permet de lancer seulement un dé. Ensuite, ça va correspondre au chiffre qu'il va falloir obtenir avec le dé ou les dés pour pouvoir toucher un zombie. Donc là, la poêle, eh bien, ce n'est qu'avec 6 ou plus qu'on va réussir à toucher un zombie. Donc il faudra lancer le dé et faire 6 pour pouvoir taper. Et enfin, le dernier chiffre correspond au nombre de dégâts que l'on va infliger. Donc en fait, la poêle inflige un dégât de niveau 1 qui est largement suffisant pour tuer des walkers. Alors, la poêle d'Amy, c'est un peu juste, donc elle pourrait décider d'utiliser autre chose, car effectivement, on a le droit d'échanger des objets avec ses partenaires, mais à condition d'être sur leur case. Donc là, Vanda a elle aussi une poêle, donc il y a peu d'intérêt à échanger une poêle contre une poêle. Elle décide donc de faire en première action une action de déplacement. Comme, je vous le rappelle, elle a une action de déplacement gratuite, elle peut l'utiliser, comme ça il lui reste 3 actions à réaliser. Et en deuxième action, en fait, sa première de ses actions normales, elle pourrait décider de faire un échange contre Josh. Josh, nous avons vu qu'il possède un pied de biche. Alors, lorsqu'on effectue une action d'échange, eh bien, on peut très bien donner une carte à un autre joueur, ou bien recevoir une carte d'un autre joueur, ou bien échanger, en fait, des cartes avec un autre joueur. Et à ce moment-là, on a le droit de réorganiser son inventaire. Alors, nous n'avons pas encore parlé de l'inventaire. Les joueurs ont effectivement 5 emplacements pour placer des cartes sur leur feuille de personnage. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas porter plus de 5 objets. Et les 2 cartes qui seront placées à l'avant sont les cartes que le personnage a en main.
et donc les cartes qu'il pourra utiliser, les armes qu'il pourra utiliser pour se battre. S'il a plus de 2 cartes, les cartes suivantes seront placées derrière et seront considérées comme étant en stock. Ils ne pourront pas donc les utiliser. Pour pouvoir échanger une carte stockée contre une carte en main, eh bien, il faudra dépenser aussi une action. C'est une action de réorganisation du stock. En revanche, lorsque, là par exemple, Amy utilise une action pour faire un échange avec Josh, eh bien elle aura le droit à ce moment-là de réorganiser son inventaire comme elle le souhaite, et en plus de ça, Josh, même si c'est pas son tour et même s'il n'a plus d'action, il aura aussi le droit de réorganiser son inventaire si on lui donne une carte. Alors là, Amy a récupéré un pied de biche qui a une capacité 0, donc il faut être sur la case pour pouvoir taper. On lance un dé, mais par contre, il faut faire 4 ou plus seulement pour pouvoir taper un zombie. Donc 4, 5 ou 6, ça touche, c'est nettement mieux en fait que la poêle qui tape que sur un 6. En première action de déplacement gratuite, elle a donc avancé sur la case de Josh. En deuxième action, elle échange la poêle contre le pied de biche. En troisième action, elle décide de rentrer à l'intérieur. Et il lui reste une action, grâce à son action gratuite, elle peut donc taper sur un zombie, car effectivement elle est sur une case et le pied de biche tape à 1. À ce moment-là, elle va donc récupérer un dé, et elle va le lancer pour tenter de faire 4 ou plus et taper un des zombies. Ah, malheureusement, elle fait 1, pas de chance, le zombie n'a pas été tapé. Et malheureusement, son tour est terminé puisqu'elle a dépensé ses 4 actions. On passe donc au joueur suivant. Le joueur suivant, c'est Doug. Malheureusement, il est juste armé d'une hache. Il n'a pas très envie d'aller se retrouver sur la case où il y a des zombies. Il préfère donc avancer de 2. Il pourrait avancer de 3 pour rentrer dans la salle, mais ça ne lui servira à rien car il ne pourra pas utiliser de 4e action pour taper sur les zombies. Et sa hache, il est obligé d'être au contact. On passe donc au joueur suivant, Ned, qui lui est armé d'un pistolet. Alors, le pistolet de Ned, voilà comme ceci, il est constitué, il permet de tirer à 0 ou à une case, c'est-à-dire qu'il peut tirer sur un zombie qui se trouve sur sa case à lui, ou bien sur un zombie qui se trouve à une case de lui. Il lance un dé, ça touche en faisant 4 ou plus sur le dé, et ça inflige un dégât. Mais attention, en plus de ça, le pistolet fait du bruit. Effectivement, ça c'est ce symbole de bruit, à chaque fois qu'il va tirer avec le pistolet, il devra donc mettre un marqueur de bruit sur la case où lui se trouve. Ned décide donc de tirer sur les zombies qui se trouvent à côté de lui. Il va donc prendre un dé et hop, il va tirer une première fois. Il fait 3, ça ne suffit pas car pour le pistolet, il faut faire 4 ou plus. On met quand même un marqueur de bruit sur sa case. Là, il décide, est-ce qu'il veut tirer une deuxième fois ou est-ce qu'il décide de changer d'avis? Allez, il décide de continuer parce qu'il a envie de buter du zombie. Il réalise un 6, ça lui permet d'éliminer un walker qui se trouve à une case de lui. Il lui reste une dernière action, il pourrait se déplacer ou échanger, mais il préfère continuer à tirer. Il fait 3, malheureusement, il ne tue pas le dernier zombie qui est sur la case à côté de lui. On met quand même un marqueur bruit. On peut alors passer au joueur suivant, c'est Vanda. Vanda décide d'aller secourir Amy qui est en danger, sauf qu'elle est malheureusement armée pour le moment que d'une poêle. Elle pourrait donc décider de faire une action en se déplaçant de 2 cases, car je vous rappelle que c'est sa capacité spéciale. En deuxième action, elle pourrait échanger sa poêle contre le pied de biche d'Amy. Et en troisième action, elle pourrait décider d'attaquer un des zombies. Elle prend donc un dé, elle essaye de faire 4+, c'est bon, elle a réalisé un 5, elle a réussi à tuer un walker. Alors attention, certaines armes ne font pas de bruit lorsqu'on attaque avec. Le pied de biche, c'est son cas. Chaque fois qu'on va attaquer un zombie, il y a ce symbole avec une oreille en bleu. Eh bien, ça veut dire que le pied de biche ne fait pas de bruit quand on tape. En revanche, à chaque fois qu'on va réussir à tuer un zombie, eh bien, on va gagner de l'expérience. Et donc, grâce à ce petit marqueur, eh bien, hop, on va avancer, en fait, sur son plateau. Vanda a donc tué un zombie, et il ne faut pas oublier de mettre aussi sur le 1, le marqueur de Ned, qui lui aussi a tué un zombie grâce à son pistolet tout à l'heure. On poursuit donc avec Phil qui, avec son pistolet, pourrait décider de tirer sur le zombie. Mais il y a une capacité spéciale grâce aux armes dual, et comme Ned possède un pistolet, lui aussi, eh bien, Phil décide de faire un échange avec lui pour avoir 2 pistolets.
Alors effectivement, si un joueur possède une arme dans chaque main, eh bien il devra décider lorsqu'il attaque avec laquelle des deux armes il décide d'attaquer. En revanche, certaines armes ont un petit symbole comme sur le pistolet comme ceci, avec deux pistolets de dessinée. C'est un symbole de dual. Si un joueur réussit à avoir dans chaque main la même arme, donc là par exemple deux pistolets dual, eh bien celui-ci, lors de ses attaques, pourra faire une attaque en utilisant les deux pistolets à la fois contre la même cible. Dans ce cas-là, donc, Phil fait un échange, il lui reste deux actions, et bien il peut tirer pour une action avec ses deux pistolets, il lance donc 2 dés, et chacun des 2 dés peut faire 4 ou plus pour toucher un zombie. Il lance les deux, il réussit à faire un 4 et un 5, et bien il peut toucher 2 fois. S'il y avait eu donc 2 zombies sur la case, il aurait pu tuer les deux d'un coup, il n'en en reste plus qu'un, donc tant pis, Pan, il met un marqueur de bruit, un seul pour les 2 tirs, et Pan, il tue le zombie, il lui reste donc une action qu'il pourrait utiliser par exemple pour rendre son pistolet à Ned. Effectivement, on peut très bien faire 2 fois des échanges avec des joueurs. Alors pourquoi Phil n'a pas tenté de venir sauver Amy en faisant 2 déplacements et en tirant sur le zombie qui se trouverait à une case et on a parfaitement le droit de tirer à travers une porte? Eh bien, il ne pouvait pas le faire, car lorsqu'il y a des zombies qui sont avec un ou plusieurs survivants, eh bien, malheureusement, on ne peut pas leur tirer dessus à une case de distance. Il faut être sur la case pour avoir le droit d'utiliser une arme à feu sur la case directement et viser le zombie. Si on se trouve trop loin, malheureusement, c'est dans la mêlée générale, et si jamais on décide quand même de tirer et qu'on touche, eh bien ce sera le survivant qui, malheureusement, prendra les dégâts à la place du ou des zombies qui se trouvent sur la case. Alors évidemment, on n'oubliera pas d'avancer de 1 le marqueur de zombie de Phil, qui commence aussi à gagner de l'expérience, et malheureusement le tour est terminé ici, et un zombie se trouve avec les filles dans les toilettes, qui sont très très moches ici. On passe donc le marqueur de premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est Amy, et ensuite on va passer à la phase des zombies. Alors, pour leurs actions, les zombies ont le droit à une seule action, à part les runners qui ont le droit, eux, à 2 actions, et c'est pour ça qu'ils sont dangereux. En action, tout d'abord, s'ils se trouvent sur une case où il y a des survivants, eh bien, ils vont attaquer. Donc là, c'est le cas. Ce zombie qui se trouve avec les 2 filles va donc attaquer. Et malheureusement, les zombies ne lancent pas de dés pour infliger des blessures, ils infligent directement des blessures. Comme là, il y a 2 personnages, eh bien, les joueurs vont décider ensemble lequel des 2 survivants va subir une blessure. Alors, imaginons que ce soit Amy qui décide de prendre une blessure, et bien tout d'abord, le zombie va lui arracher un équipement. Ah, malheureusement, adieu la poêle. Bon, c'est pas une grosse perte, car les poils ne servent pas à grand chose avec leur 6+, pour toucher. Et à la place, le joueur va prendre une carte blessure qu'on avait mis précédemment de côté, en début de partie. Attention, la blessure, eh bien, ça va occuper une case, en fait, de son équipement, et donc ça voudra dire qu'à partir de maintenant, Amy ne pourra plus avoir que 4 cartes en stock, au lieu de 5. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, oui j'ai un emplacement de prix, mais par contre il me reste encore de la place. Eh ben non, parce que dans le jeu malheureusement, une blessure ça va de zombie, mais 2 blessures, et c'est la mort définitive. Donc si jamais Amy est obligée de supporter une 2e blessure, eh bien elle sera directement éliminée. Et dans ce scénario-là, eh bien nous aurons tous perdu la partie. Donc attention, il va falloir tenter de la protéger maintenant. Alors, ce zombie a donc effectué son action, on passe au zombie suivant. Celui-ci, à travers la porte, voit à une case de distance, et donc il voit qu'il y a des personnages ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour son action? Eh bien, tout simplement, il va se déplacer et venir rejoindre le groupe, pour participer à l'orgie, puisque son copain a déjà mangé un petit bout d'Amy. Mais par contre, il ne peut pas attaquer, car ces zombies-là n'ont qu'une action. Ce zombie-ci, lui, par contre, est à 2 cases. Et dans les bâtiments, à 2 cases, on ne voit pas, en fait, les personnages. Donc lui ne voit pas, en fait, ces personnages. Le problème, c'est qu'il les entend.
Alors effectivement, les zombies qui ne voient rien se dirigent au bruit. Le bruit, ça va être ces petits éléments quand les joueurs ont fait du bruit, mais ça ne va pas être que ça va être aussi les survivants. Effectivement, chaque survivant fait du bruit à lui tout seul, rien que par sa respiration, et donc chaque survivant est considéré comme étant un jeton bruit à lui tout seul. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons 6 bruits au total, ici nous avons 2 bruits, et ici nous avons 2 bruits. Quand il y a plusieurs bruits, eh bien évidemment, le zombie va se diriger vers le bruit qui est le plus proche de lui. Donc là, c'est là. Il va donc avancer d'une case ici. Ici, nous avons un runner. Les runners ont droit à 2 actions. Donc celui-ci va se déplacer d'une case, et comme en deuxième action, il ne peut pas croquer quelqu'un qui est sur cette case, eh bien il va lui aussi se déplacer encore d'une case, toujours dans la direction du bruit. Alors, c'est le plus proche vers lequel il se dirige par rapport au chemin qu'il a. Donc là, il a un chemin comme ceci, donc de toute façon, il irait forcément vers cette case-là, car il ne peut pas passer à travers les murs. Alors, si dans les bâtiments, on ne voit qu'à une case, eh bien, par contre, dans la rue, on voit à plein de cases en ligne droite, pas de diagonale, cependant. Donc, les zombies qui se trouvent ici, eh bien, ils voient parfaitement les personnages qui se trouvent là, et donc, ils se dirigent tout simplement vers eux. Les walkers, comme les fatis, se déplacent d'une case aussi, puisqu'ils ont droit qu'à une seule action. Donc, ce petit groupe se déplace ici. Enfin, il nous reste un zombie à cet endroit-là, voilà, qui est un peu hors champ. Ce zombie-là, eh bien, ne voit personne et il se dirige vers l'endroit où il entend le plus de bruit, mais de toute façon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul chemin, même s'il y a une porte à cet endroit-là, il ne peut pas l'utiliser car elle est fermée, donc le plus court chemin, c'est par là, eh bien, hop, il avance sur cette case ici. Tous les zombies ont réalisé leurs actions, et bien c'est pas fini puisqu'on passe à la phase d'invasion qui se déroule après les mouvements et les attaques des zombies, donc à nouveau invasion en tirant à nouveau des cartes pour tous les endroits où les zombies apparaissent, c'est-à-dire sur ces cases-là. Par contre dans les bâtiments, ils ne réapparaîtront pas s'il n'y a pas de cases comme ceci qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment, bien entendu. Dans cet exemple, je fais apparaître un runner, ici on a tiré une carte 0, ici un walker, ici un autre walker. Alors on est donc prêt à démarrer le tour suivant, mais avant de démarrer le tour suivant, on va enlever évidemment tous les bruits de ce tour-là, puisqu'on revient à 0 pour ce nouveau tour. Alors attention, il va falloir évidemment se méfier des zombies en général, et des runners en particulier. Effectivement, là, si on laisse ces 2 personnages avec les 2 zombies ici, eh bien lors du prochain tour, ils vont croquer aussi, et ils vont donc infliger chacun une blessure au joueur de notre choix. C'est encore pire pour les runners, car ils risquent de se déplacer au tour d'après et d'attaquer. Donc ici aussi, c'est la même chose, il peut se déplacer et attaquer. Il faudra donc faire attention, en fait, de bien s'en débarrasser avant la fin du tour, ou bien de s'enfuir assez loin pour pas qu'il nous rattrape.